Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les organismes de Forestville et des environs. Aujourd'hui, on reçoit Madame Danielle Sirois, directrice générale de SEMO Côte-Nord, avec qui nous discuterons de la mission de son organisme. Bonjour Danielle. Bonjour Joanie. Donc, merci d'être venue nous voir aujourd'hui. On va en apprendre plus sur SEMO. Donc, premièrement, si tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire SEMO? C'est simple, ça veut dire Service externe de main-d'œuvre. Donc, S-E-M-O. Donc, toi, tu es la directrice générale. C'est quoi ton rôle au sein de l'organisme? Ben, un peu comme les directeurs généraux de tous les organismes, il faut être très polyvalent. Oui. Donc, je m'assure de la gestion administrative, de la gestion des ressources humaines, des relations publiques, de notre présence sur diverses tables, diverses instances pour s'assurer que les gens connaissent bien nos services. Oui. C'est à peu près ça. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu occupes ce poste-là? Ah oui. Oui. Ça fait 32 ans. 32 ans? Oui. Donc, est-ce que ça fait 32 ans que tu es avec SEMO ou tu as commencé tout de suite à titre de directrice? Non, au début, j'étais conseillère en main-d'œuvre. OK. Pendant plusieurs années, puis ensuite je suis devenue coordonnatrice et finalement directrice générale, au fur et à mesure que l'organisme a pris de l'ampleur. Oui, c'est ça. Mais ça fait 32 ans que tu es avec SEMO. Oui. OK. Puis tu es basée plus à Bécomo, mais là aujourd'hui, tu es venue nous voir parce que vous avez un bureau à Forestville aussi. Tout à fait. Ben au fond, c'est ça. Je suis basée à Bécomo, mais on offre des services de Tadoussac à Blanc-Sablon. OK. Avec divers points de service. Il y a un point de service à Forestville, un à Sept-Îles, un à Havre-Saint-Pierre, puis le bureau, si on veut, régional à Bécomo. À Bécomo. OK. Donc, si on parle un petit peu de l'historique, justement, de SEMO, ça fait 32 ans que tu y travailles, donc j'imagine que ça fait quand même longtemps que ça existe là, en Côte-Nord. Oui. Dans le fond, la corporation a été mise sur pied en 1984. OK. Historiquement, ben c'est ça. C'est quelques personnes qui travaillaient au sein des personnes en situation de handicap sur la Côte-Nord, okay. Qui ont mis sur pied une corporation qui s'appelait au départ le Groupe de la Côte, Inc. Ah, OK. Qui existe encore aujourd'hui. Oui. Tout le monde connaît pas mal le Groupe de la Côte. En fait, c'est ça. Au début, c'est Jacques Filion, qui était directeur par intérim au Centre jeunesse, et une personne à l'époque qui était directeur de l'émergent. OK. Et ils ont décidé d'ouvrir un service externe pour la clientèle en situation de handicap parce qu'on était une des rares régions dans la province qui n'en avait pas de service comme ça. Okay. Il y en avait un peu partout, ici, il n'y en avait pas. Alors, ils ont mis ça sur pied, puis au début, c'était seulement à Bécomo. Quand je suis arrivée, moi, en 90, il y avait juste le petit SEMO de Bécomo, puis il y avait un petit SEMO aussi à Sept-Îles. OK. Mais on avait très peu de clientèle et d'un côté et de l'autre. Et c'était à ce moment-là subventionné par l'ancien nom, c'était Ministère de la main-d'œuvre, Sécurité du revenu et formation professionnelle. OK. Et eux envoyaient une enveloppe régionale pour ce type de service-là. À ce moment-là, moi, j'ai vu qu'on avait 2 petites enveloppes pour Sept-Îles, pour Bécomo. Alors, j'ai demandé au conseil d'administration de faire une fusion. C'est un peu là la naissance du SEMO Côte-Nord, okay. Parce que là, on desservait une bonne partie de l'Est, une partie de l'Ouest. Comme moi, je venais de Forestville, ben je demeurais encore à Forestville à cette époque-là, mais je travaillais à Bécomo, donc j'ai essayé de développer aussi Haute-Côte-Nord. Oui. Ce qui a été facile, vu que je connaissais énormément de monde, ben oui. Étant native d'ici, puis moi, je travaillais au Centre jeunesse avant. Fait que je connaissais beaucoup de monde, des familles d'accueil. Puis ben oui. Fait que ça a été facile pour moi, en plus que j'étais au secteur personnes handicapées, prise en charge personnes handicapées. Fait que je connaissais beaucoup de personnes en situation de handicap. Je connaissais aussi des organismes, tout ça. Et comme je connaissais aussi les gens qui travaillaient au centre local d'emploi de cette époque-là, ben j'ai demandé si je pouvais avoir un petit espace dans le centre local d'emploi pour développer le service du SEMO ici, à Forestville et en Haute-Côte-Nord. Fait que là, ça prenait de l'ampleur. Ben oui. Fait que comme pour être un organisme régional, il manquait la méganie. Ben, j'ai été approchée par le directeur du club de Havre-Saint-Pierre pour dire, ben, est-ce que tu veux offrir des services aussi en méganie? Donc, c'est à partir de là, genre en 92,
que l'organisme est devenu régional de Tadoussac à Blanc-Sablon. Puis là, ben, ça a vraiment pris de l'ampleur. Là, j'ai embauché du personnel, tout ça. Puis bon, les employeurs, c'était facile pour moi aussi en Haute-Côte-Nord parce que je connaissais beaucoup de monde. Ben oui. Puis à l'époque, ben mon conjoint de l'époque était directeur de production au Centre sylvicole. OK. Alors, il m'a embauché plusieurs personnes. Ben oui. Ce qui était comique, c'est qu'à un moment donné, je faisais plus de placements à Forestville qu'à Bécomo. Avec les contacts. Oui, oui, parce que j'avais beaucoup de contacts ici. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé. OK. À un moment donné, on était aussi une des seules régions qui n'avait pas d'entreprise adaptée. OK. Alors, mon conseil d'administration et moi, ben, on a essayé de développer ça sur la Côte-Nord et on en a mis sur pied 2 en même temps. OK. C'est là qu'est né Norfil, Oui. que pas mal de monde connaissent, qui font de la couture industrielle À Bécomo. à Bécomo, et est né aussi la ressource de réinsertion Le Phare à Port-Cartier, OK. qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles. OK. Ils ont ouvert en même temps. Comme le centre de travail adapté à l'époque était aussi avec la corporation, le groupe de la Côte, ben à un moment donné, moi, j'ai trouvé que il pouvait y avoir des conflits d'intérêts, dans le sens où c'est nous qui présentons la clientèle pour travailler là, mais c'est aussi nous qui défendons le droit Oui. et nous sommes l'entreprise. Fait que là, j'avais peur qu'il y ait conflit d'intérêts. Alors, on a fait une scission à ce moment-là. OK. À l'ouverture du centre de travail adapté, 1 an plus tard, on a fait une scission et c'est là qu'on est vraiment devenu CEMO Côte-Nord. Ah, OK. Fait que ça se trouve être en quelle année? 94? C'est à peu près 94. OK. On est dans ces années-là que c'est devenu SEMO. Dans ces eaux-là, oui. OK. Voilà. Fait que ça fait quand même longtemps que c'est régional. Ça fait 30 ans, là. Oui, 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 oui. C'est oui. ça. Puis un peu après, il y a au moins une vingtaine d'années de ça, on a été approché aussi pour offrir les services à une autre clientèle, les judiciarisés adultes. OK. Alors, on a commencé par l'établissement de détention de Bécomo, Oui. où on offrait des services à l'intérieur des murs avec un conseiller qui est sur place, OK. qui aide la clientèle avant la sortie pour, soit l'obtention de cartes ou encore, ne serait-ce qu'un numéro d'assurance sociale ou une carte d'assurance maladie, là. Oui. Il y a des personnes en détention qui ont même pas ça de papier, là. Ça part, faut partir de la base. C'est ça. Fait qu'on fait toute cette partie-là, la préparation à l'emploi aussi, la recherche d'emploi, puis on les aide à la sortie. Fait que ça fait une vingtaine d'années qu'on offre ces services-là et depuis un bon 7-8 ans, on les offre aussi en Haute-Côte-Nord OK. après la sortie de la personne. OK. Mais ça peut être une personne aussi qui a un casier et qui a jamais fait de détention. Oui, c'est ça. Pas obligé d'aller dans les murs de la prison, là. Non, non, non. Absolument. Non. OK. Donc, votre mission a beaucoup évolué au fil des années. Vous êtes parti quand même très petit, mais est-ce que ça reste quand même la même au fil du temps, là? Bien, la mission est la même. C'est sûr qu'on a amélioré constamment les services. Au début, c'était plus de la préparation d'emploi puis de l'intégration. Oui. Au fil du temps, on s'est rendu compte que intégrer un emploi, c'est pas si compliqué, mais être maintenu à moyen terme, long terme en emploi, c'est plus complexe. Fait qu'on a développé les services pour offrir un maintien plus long, une rétention plus longue à la clientèle qu'on a intégrée en emploi. Pour ce faire, ben depuis quelques années, on a des agents d'intégration et de suivi en emploi. OK. Donc, avec la personne comme telle, on fait de la préparation d'emploi, tout ce qu'il y a de préparation de CV, lettre de présentation, simulation d'entrevue. Aussi, on aide les gens à s'inscrire sur les différentes plateformes. Oui. Comme on sait maintenant, là, Job Illico, Job Emploi Boom, Québec. Emploi Québec, etc. Tout passe pas mal par là. Ça Oui. fait qu'on aide notre clientèle à s'inscrire sur ces plateformes-là. On les aide aussi à se préparer à un emploi. Puis des fois, on fait des tests d'intérêt, d'aptitude, parce que la personne qui vit avec des limitations, des fois, elle se limite elle-même et elle est en mesure d'occuper bien plus de choses qu'elle pense, Oui. puis d'accomplir bien plus de choses qu'elle pense. Il y a toute la partie aussi subvention en emploi.
Dans le fond, on essaie de faire un pairage entre ce qu'un employeur recherche. OK. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui nous appellent, qui cherchent de la main-d'œuvre et ils nous proposent des postes. À partir de ça, on regarde parmi notre clientèle qui serait apte et désireux d'occuper ce type d'emploi-là. OK. En entreprise régulière, c'est-à-dire n'importe où, on peut intégrer les gens à l'aide d'un contrat d'intégration à l'emploi, un CIT qu'on appelle contrat d'intégration au travail. Ça, c'est des mesures de Service Québec, là. Mais c'est nous qui sommes mandatés pour référer les gens là-dessus. OK. Fait que le contrat d'intégration au travail, c'est un pourcentage du salaire qui est remboursé selon le manque à gagner de l'employeur. Okay. Alors, au fond, si une personne, nous autres, on a des moyens d'évaluer ça. Si une personne, par exemple, pour un poste donné, il y a telle tâche, nous autres, on regarde cette tâche-là, la personne est capable de l'accomplir, on coche. La personne, pour accomplir cette tâche-là, va avoir besoin d'assistance. Ou bien, ça va y prendre un peu plus de temps. Okay. Ou bien, cette tâche-là, on voudrait mieux l'éliminer. Bon, on fait le tour comme ça. Puis, en faisant le tour, ça nous donne un pourcentage de rendement de la personne selon son handicap. Alors, admettons que ça donne que la personne elle va être rentable à 50%. Nous autres, on va rembourser 50% du salaire pour la rendre à 100%. OK. Au fond, c'est pas une subvention. C'est un montant d'argent qui compense pour le manque à gagner de la personne qui est en situation de handicap. Oui. Alors, c'est ça pour le CIT, mais ça comprend plein d'affaires. Là-dedans, il y a possibilité d'avoir de l'adaptation de poste de travail, de l'accessibilité des lieux, ça peut être de l'équipement, de l'appareillage, des frais d'interprétariat pour une personne qui a des troubles auditifs. Fait que dans le fond, on va essayer de maximiser le potentiel de la personne, faire en sorte que son rendement se rapproche le plus possible de 100%. Oui, puis on s'entend qu'avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit présentement, j'imagine que les employeurs, est-ce que vous avez remarqué que vous avez plus de demandes de la part des employeurs? Est-ce qu'ils sont plus prêts à utiliser les services de SEMO? Effectivement. D'abord, c'est ça, on commence à être de plus en plus connus quand même. Oui. Donc, il y a des employeurs qui font directement affaire avec nous autres. OK. Il y a des employeurs qui sont habitués, qui ont plusieurs personnes de chez nous, parce que dans le fond, ils savent qu'il va y avoir aussi un suivi. Oui. Tu sais, on place la personne, on la laisse pas comme ça aller, là. Il y a toujours un plan d'intervention, puis il va y avoir un intervenant de chez nous qui va continuer à assurer un suivi. Donc, au fur et à mesure qu'il se présente une problématique ou qu'il y a quelque chose qui va pas, on est présent. OK. Ce qui est plutôt rare, quand tu embauches une personne, généralement, t'as pas le portrait de la personne, tandis que nous autres, on a un portrait très précis de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle est moins capable, de ce qu'elle peut développer, etc. Fait que c'est ça pour les personnes qui ont qui sont en situation de handicap. Puis les entrepreneurs se sont rendus compte aussi que c'était pas, tu sais, autrefois c'était là le pictogramme là, du petit bonhomme en fauteuil roulant. Oui. Bon. Fait que les gens s'imaginaient toujours que c'était des personnes qui avaient un handicap au niveau de la mobilité. Oui. Alors que c'est ça qu'on a le moins comme clientèle. OK. Ouais. Donc, c'est surtout des personnes qui ont... c'est quand même des handicaps assez légers, là. C'est des personnes qui sont tous capables de travailler, là. Ben oui, c'est sûr. Par exemple, tous les handicaps sensoriels. OK. Tu sais, une personne qui a un trouble visuel, auditif, du langage. Toutes les personnes aussi qui ont un handicap, si on veut, invisible, c'est-à-dire les personnes qui ont une problématique en santé mentale. Oui. De plus en plus, les préjugés tombent à propos de ces personnes-là. Les gens avant pensaient vraiment maladie mentale grave, mais alors que il y a beaucoup de troubles de personnalité, des troubles de l'humeur qui font partie de... Oui, puis qui sont peut-être mieux contrôlés, mieux médicamentés maintenant de nos jours, là. C'est plus connu aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est comme... Puis ils sortent plus aussi. Autrefois, ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas le dire, qu'il y avait une problématique. Ils n'osaient pas s'avancer avec ça. Il y avait comme une espèce de
de honte associée à ça. C'était plus tabou qu'aujourd'hui, ça l'est encore, mais on avance pour que ça le soit plus. Donc, on va prendre une petite pause déjà, et après la pause, on va revenir avec justement, en plus en détail, tous vos services et votre clientèle, ceux qui peuvent faire appel à vous. Donc, on est de retour après une courte pause publicitaire avec Danielle Sirois, directrice générale de Semo Côte-Nord. Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Danielle Sirois de Semo Côte-Nord. Donc, Danielle, on a quand même bien présenté l'organisme avant la pause. Maintenant, si on parle du nombre d'employés, parce que vous avez plusieurs points de service, tu l'as mentionné tantôt, au total, ça fait combien d'employés à gérer pour toi, là? Actuellement, on est 10. 10 employés sur toute la Côte-Nord. Oui. Là-dessus, il y a moi qui est directrice générale. Il y a mon adjoint qui est technicien en administration. OK. Les intervenantes, c'est des conseillères à main-d'œuvre. Tout le monde, c'est toutes des personnes qui ont une formation, soit en service social, soit en réadap, mais c'est des personnes qui sont en mesure d'aider, d'assister la clientèle. Puis il y a 2 agents d'intégration et de suivi. OK. Fait que ça, c'est pour toute la Côte-Nord. Donc, c'est ces gens-là qui s'occupent justement de pouvoir promouvoir vos services, d'entrer les gens en emploi. Donc, au niveau des services de Semo, on en a parlé un petit peu tantôt, mais on a aussi d'autres subventions là, et d'autres types de services qui peuvent être offerts. Oui, j'ai parlé tout à l'heure du contrat d'intégration au travail. Oui. J'ai glissé un petit mot aussi sur les entreprises adaptées. Oui. C'est nous aussi qui sommes mandatés pour présenter les candidats pour aller travailler dans les entreprises adaptées. Sur la Côte-Nord, j'en ai nommé 2, mais en fait, on en a 3. Oui. Oui, il y a aussi Centrap, qui est une compagnie de la Rive-Sud, mais qui ont beaucoup de contrats sur la Côte-Nord. OK. Suffisamment pour ouvrir, il y a une succursale sur la Côte-Nord. OK. Eux, c'est de la conciergerie industrielle. OK. Alors, dans les 3 entreprises adaptées, on a environ, bon an, mal an, là, autour de 60 personnes handicapées par entreprise c'est bon, qui travaillent là actuellement. OK. Pour qui on fait du suivi à long terme, parce que les gens d'entreprises adaptées, c'est des gens qui sont encore un petit peu plus éloignés du marché de l'emploi que les autres personnes en situation de handicap. C'est pas pour rien que ça s'appelle entreprise adaptée, c'est que l'entreprise s'adapte à la personne et non l'inverse. OK. Finalement, il y a aussi le programme Fonds d'intégration de Sphère. C'est un peu un complément au contrat d'intégration au travail. Donc, si, admettons, parce que le contrat d'intégration au travail va payer de la subvention salariale et toutes sortes d'accommodements, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a des choses qui sont pas couvertes, comme la formation, comme le transport, des choses comme ça. Ce qu'on retrouve pas dans le contrat d'intégration au travail, on peut le demander au fonds d'intégration. Alors, généralement, là, ça couvre tous les aspects là, d'une intégration et d'un maintien en milieu de travail. On a aussi des stages du CEMO. Moi, il y a toujours une partie de notre budget là, que je conserve pour les stages d'immersion. Ça, on va s'en servir 2 semaines, 3 semaines, des fois plus, avant d'avoir la subvention, parce qu'il y a toujours un petit moment d'attente au moment où on monte le programme de subvention. Parfois, il y a 2 semaines, 3 semaines d'attente. Alors, on va mettre le stage en attendant. Puis le stage va nous permettre d'évaluer aussi si la personne et l'employeur, s'il y a un bon fit. Là. Ça concorde bien ensemble. Voilà. OK. C'est pas mal ça. Je vous ai pas parlé beaucoup de la clientèle judiciarisée adulte. Non, c'est ça. Pour eux, on n'avait pas beaucoup si on veut, de programmes pour les intégrer. Alors, régionalement, les organismes, les autres ressources externes et nous autres, on a monté un projet qui s'appelle Explore Emploi. OK. Et c'est des stages rémunérés en entreprise qui permettent, si on veut, d'essayer un employé puis d'essayer un employeur. Oui. Alors ça, c'est 120 heures. Une durée de 120 heures au salaire minimum en vigueur. Alors, c'est cette subvention-là, si on veut. Là, c'est pas vraiment une subvention, c'est plutôt un incitatif financier. Oui. On va utiliser ça pour les judiciarisés adultes. Puis, au niveau des judiciarisés adultes, il y a aussi moyen d'utiliser notre stage d'immersion. Ah, OK. Alors, n'importe quel client de chez nous qu'un employeur voudrait essayer, il y a toujours moyen d'utiliser le stage
puis voir si ça fonctionne. Ça fonctionne au avant. préalable. Ouais. OK. Puis pour les judiciarisés, donc après leur période de stage, les employeurs à ce moment-là peuvent décider de les garder en emploi eux-mêmes. C'est le but visé. Oui, c'est sûr, c'est c'est ça le but l'objectif. visé. Mais c'est sûr qu'en quelque part, je dois dire que la clientèle judiciarisée, quand elle est chez nous, la participation chez nous dure 1 an. Hein? OK. Fait qu'on a quand même le temps de développer pas mal de choses et on fait des recherches comme pour notre clientèle en situation de handicap. On fait des recherches auprès des intervenants, auprès des médecins, psychologues, psychiatres, les spécialistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., pour voir s'il n'y aurait pas un diagnostic. Et OK. on se rend compte que les personnes judiciarisées, très souvent, je dis pas que c'est Tout le temps. c'est pas généralisé, là, mais très souvent ont une problématique en santé mentale. OK. Alors, quand on découvre ça, ben à ce moment-là, ils peuvent carrément bénéficier des programmes pour personnes en situation. Transféré, c'est ça. Tout à fait. Puis c'est arrivé beaucoup depuis quelques années, là. OK. Puis pour ceux qui se demandent justement comment faire appel à vous, dans le fond, ça peut être des entreprises, est-ce que ça peut être des organismes aussi? Puis est-ce que ça peut être un particulier qui dit, moi, peut-être que je pourrais bénéficier de ce mot? Ben tout à fait, c'est ça. Les références de la clientèle nous proviennent surtout du réseau. OK. Le réseau de la santé des services sociaux, c'est souvent le médecin de famille qui va le référer chez nous, psychiatre, psychologue, infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, audiologiste, etc. Là, et Oui. j'en passe. Alors, toutes les personnes, les intervenantes aussi, intervenantes Oui. psychosociales, qui vont nous référer. Il y a aussi même les jeunes qui nous sont référés par le centre jeunesse, des jeunes qui ont une problématique en santé mentale. OK. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Oui. Alors, c'est ça, ils nous proviennent surtout de là, mais il y a aussi les organismes. Il y a des organismes communautaires avec qui on collabore beaucoup, qui nous réfèrent des gens, puis il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes. Okay. Bien entendu, comme c'est un service, si vous voulez, on est un contractant de Service Québec, alors il y a aussi les bureaux Service Québec qui nous réfèrent des gens. Pour la clientèle judiciarisée, c'est les organismes communautaires comme Don Rémy, comme Point de rencontre, tout ça qui nous réfère. Et il y a aussi les agents de probation, puis tous les agents correctionnels aussi, bien sûr. Fait que vous avez beaucoup de contacts qui peuvent diriger les gens vers vous. Puis par la suite, donc une fois que les gens entrent dans votre bureau, là à ce moment-là, vous les accompagnez pour savoir quel service peut s'appliquer à eux. Tout à fait. C'est ça. On va mettre en place tous les services nécessaires pour que la personne soit intégrée et maintenue dans. Puis on va essayer aussi de faire un fit qui va bénéficier aux deux. Oui. Tu sais, dans le fond, on va essayer de s'organiser pour, la personne qui veut rester dans son village, on va essayer de trouver un emploi dans son village. On essaie d'organiser même le transport, du covoiturage. Okay. On va aider la personne qui aurait besoin d'un transport adapté à compléter sa demande. Tu sais, ça peut pas être compartimenté, on s'occupe du travail, point final. Non. Tu sais, il y a toujours une partie, tu sais, s'il y a des problèmes personnels, la personne, ça va se répercuter dans sa productivité au travail. Là. Oui. Fait que des fois, on travaille en collaboration énormément avec les intervenants psychosociaux parce que si des fois il y a une problématique qui est plus personnelle ou familiale, on va pas jusque là, mais on parle avec l'intervenante pour faire en sorte que nos interventions aillent dans le même sens. Oui. C'est ça. Puis est-ce que pour par exemple, un contrat d'intégration au travail, est-ce que ça peut durer plusieurs années de suite? Y a-t-il des temps? Est-ce que c'est seulement 1 an après c'est terminé? Non, ça peut durer assez longtemps dans le temps parce que c'est tant aussi longtemps que la personne est pas rentable à 100%. OK. T'sais, on s'organise pour que le plan d'intervention fasse en sorte que la personne se développe. Puis à tous les 6 mois, on fait une révision du plan d'intervention. OK. À ce moment-là, souvent, on va dire, tel acquis, c'est fait. Donc, on va diminuer le pourcentage. Chez une personne, l'entreprise va avoir commencé peut-être à 60% du salaire remboursé. Puis 1 an plus tard, c'est peut-être rendu à 50. Une autre année plus tard, c'est rendu à 40, et ainsi de suite. Puis peut-être qu'il y a des personnes, par exemple,
quelqu'un qui aurait une déficience intellectuelle moyenne, mettons, là, ben à ce moment-là, il va peut-être rester un petit résiduel à la fin, une subvention de 20 mettons. OK, parfait. Fait que donc, faut pas que les employeurs pensent « Ah, ben c'est juste pour une période, puis après ça, c'est fini. » Ça va vraiment selon la capacité de la personne aussi. Tout à fait. Puis selon le rythme qu'elle se développe aussi. Mais c'est sûr qu'il faut pas penser non plus, ben il y a quelques employeurs qui, des fois, pensent qu'ils vont avoir 100% du salaire, puis ad vitam aeternam. Non. Ah non, parce que la personne, ça se peut pas qu'elle soit complètement improductive. Là, non. Mais c'est possible qu'elle commence à 100%. Okay. Elle peut commencer à 100% si c'est une personne, par exemple, qu'on connaît peu ou qui est nouvellement handicapée. Okay. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu un accident d'automobile ou qui aurait une maladie dégénérescente, ben, je me permettrais de citer, on a eu longtemps un maire ici qui a perdu la vue au fil du temps, des suites, ben, c'était une personne qui avait le diabète, un diabète sévère, puis qui a perdu la vue, puis on l'a aidé pendant plusieurs années à être maintenu comme maire de Forestville. Ah, OK. Oui, avec une accompagnatrice. Fait que ça peut aller jusque-là. Puis au niveau des statistiques, est-ce que vous avez un nombre en moyenne un nombre de personnes que vous pouvez intégrer là, par année? Ben les résultats, ben nous autres, notre année financière est du 1er juillet au 30 juin. Okay. Donc, j'ai regardé les chiffres de l'an passé, là, on va dire de juillet 2020 à juin 2021. Et malgré qu'on était dans un contexte de pandémie, tout ça, puis il y avait toutes sortes de difficultés, on a intégré sur la Côte-Nord, on a admis à nos services 190 nouvelles personnes. Ouais, c'est bon. Et on en a intégré 190, ce qui veut dire 100% de taux de placement. De taux de placement. Tout à fait. Puis c'est pas tout le monde qui sont intégrés avec une subvention. De plus en plus, l'employeur a besoin, puis il dit, bon, ben laisse faire la subvention, je vais le prendre, puis finalement, ils sont très satisfaits. Fait que de moins en moins de subventions, parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Ben oui. T'sais, autrefois, on disait rareté de main-d'œuvre. Maintenant, c'est pénurie de main-d'œuvre. Puis je pense que toutes les main-d'œuvre disponibles les employeurs sont ouverts à accueillir presque toutes les main-d'œuvre qui sont disponibles. C'est ça. Puis c'est tant mieux. Puis je voulais souligner aussi que au niveau de la pandémie, avec le télétravail, ben ça peut favoriser aussi notre clientèle. Oui. Parce que ils n'ont pas à se déplacer. Ils peuvent travailler à partir de chez eux. C'est ça. Puis quand on pense à des gens comme des gens, par exemple, qui sont autistes, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est des personnes qui sont très fortes en informatique, puis en électronique. Donc, ça peut être des personnes à entrevoir dans une entreprise en télétravail. Fait que ça peut intéresser les entrepreneurs. Fait qu'on a vu un petit changement là, au niveau justement de la main-d'œuvre. Tous les employeurs le voient. Puis de votre côté aussi, qui travaillez de concert avec les entreprises, vous l'avez vu également. Donc c'est quand même positif dans un sens pour vous, pour vos travailleurs qui démontrent leur capacité, dans le fond, à pouvoir occuper nos emplois là, qu'on a ici. Oui, absolument. Donc, juste pour terminer, Danielle, peut-être j'aimerais savoir, est-ce que tu es originaire, tu m'as dit tantôt que tu étais originaire de Forestville? Oui. Donc, tu as pas mal toujours résidé ici, mais t'as déménagé à Bécomo. Ben, ça fait un bout que j'étais à Bécomo, mais ça me fait toujours plaisir de revenir à Forestville. C'est ça, dans ton village natal. Oui. Donc, on imagine que nos téléspectateurs vont te reconnaître. Ben oui. Oui. Donc, s'ils veulent avoir plus d'informations au sujet de SEMO, vous avez un site Internet, puis ils peuvent aussi aller directement au bureau. Là, en pandémie, est-ce qu'ils doivent prendre rendez-vous? Oui, toujours. C'est ça, prendre rendez-vous avec Lucie. Avec Lucie Boulian, qui est la conseillère pour le secteur Haute-Côte-Nord, au 418-587-2240. Alors, gênez-vous pas pour lui téléphoner. Notre site Internet, c'est le semocn.qc.ca. Donc, on invite les gens à faire appel à vos services pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce mot. Et on est vraiment content de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Toute Direction.